Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Robert Allison dit à son fils: « Quand l'avocat administratif que je suis et que tu espères devenir un jour se trouve mêlé à des affaires criminelles, cela fait plutôt un choc. C'est une chose, hélas, à laquelle nous ne sommes pas préparés. » Allison continua de bourrer sa pipe et l'alluma. Lui et son fils Bobby conversaient après le dîner dans le bureau-bibliothèque d'Allison. Bobby, qui avait terminé sa seconde année de droit, se sentait enfin de niveau avec son père. Confortablement affalé, les bras croisés sur la poitrine, il lui adressa un charmant sourire. « Un de tes respectables industriels serait-il accusé de meurtre, père ?»« Non, rien de semblable, mon cher garçon, non. Il s'agit d'une procédure civile. Je défends le Dr West, le pharmacien, dans un procès pour négligence que lui intente l'éminent Dr Rivers. Tu te souviens du Dr West ? » « Oui, bien sûr, père. J'ai été livreur dans sa pharmacie pendant un été. Qu'est-ce qu'il a fait? Aurait-il confondu 2 ordonnances? » On l'accuse de quelque chose de beaucoup plus grave, mon garçon. Il a exécuté une ordonnance que le Dr Rivers avait prescrite à sa femme. Madame Rivers a pris le médicament et elle en est morte. Tu veux parler du Dr Carlton Rivers, père? Mais son fils Greg est à la fac de droit avec moi. Mais je me souviens en effet que sa mère est morte pendant le 2e trimestre, mais j'ignorais que cela s'était passé ainsi. Eh bien, père, quelle est ta défense? Tiens-toi bien, mon garçon. C'est là que le côté criminel de l'affaire intervient. Vois-tu, ma seule défense possible est de prouver que Carlton Rivers a assassiné sa femme. Assassiné, Seigneur! Non, père, tu es certainement capable de trouver autre chose. Le Dr Rivers est très... Oui, je sais, le Dr Rivers est très respecté et tout. Mais il n'y a hélas pas d'autre solution, vois-tu? Je sens que là est la vérité. La femme du Dr Rivers souffrait de névralgie, et il y avait une préparation spéciale qui semblait la soulager. Il s'agissait de capsules composées en grande partie de quinine avec un faible pourcentage de morphine. La quinine et la morphine se présentent sous forme de poudre blanche, et il est facile de les confondre. Le Dr West, le pharmacien, avait déjà préparé plusieurs fois l'ordonnance de Rivers. Il en avait donc l'habitude, seulement... Cette fois-ci, il s'est passé quelque chose d'anormal. Madame Rivers a pris une de ces capsules, elle est tombée dans le coma et elle est morte. Le Dr Rivers a envoyé les autres capsules au laboratoire de la police et a demandé l'autopsie. L'autopsie a révélé que Madame Rivers avait absorbé une dose mortelle de morphine. Aussi, à l'heure actuelle, Rivers demande 500 000 $ de dommages et intérêts au pauvre Dr West pour négligence ayant provoqué la mort de sa femme. Tu peux, mon cher garçon, entrevoir les 2 possibilités, n'est-ce pas? Ou bien West a fait une erreur effroyable en préparant les capsules, ou bien le Dr Rivers les a mélangées lui-même dans le seul but d'assassiner sa femme. Je ne prétends pas qu'une erreur du Dr West soit impossible. Personne n'est infaillible. Mais West est incapable de mentir. Je le connais depuis fort longtemps et son honnêteté est au-dessus de tout soupçon.
Ce procès va le ruiner si Rivers le gagne. Le ruiner financièrement et professionnellement. Sa réputation va en souffrir. Mais si West ne s'est pas trompé dans la préparation des capsules, c'est donc que quelqu'un les a changées en les vidant et en les remplissant de morphine. Le docteur Rivers a certainement eu de la morphine à sa disposition et devait savoir comment intervertir les proportions de morphine et de quinine. Dis-moi, Bobby, connais-tu bien le fils du docteur Rivers? Greg? Mais c'est un camarade de cours. Comment est-il? Oh, un peu hippie comme beaucoup. Tu vois le genre, père. Une chevelure un peu hirsute, une tenue plutôt décontractée, mais sympa. Vois-tu, Bobby, je me demandais quel témoin pourrait faire ce Greg Rivers. J'aurais probablement à le questionner, n'est-ce pas? Joe Brantley, qui défend Rivers, fera certainement citer son fils Greg à la barre, car c'est à lui que le livreur a remis les capsules. Ce garçon affirmera certainement que le médicament est passé directement de la porte d'entrée à la table de nuit de sa mère, mais d'une façon ou d'une autre, il va me falloir démontrer que les capsules ont pu, ne serait-ce qu'un court instant, être éloignées de la chambre de Madame Rivers. Un fait joue en notre faveur, Bob. Madame Rivers n'est pas morte le jour où les capsules ont été livrées, ce qui tend à prouver qu'elle ne les a pas prises immédiatement. Mais ça ne prouve toujours pas que quelqu'un les ait sorties de la boîte et les ait changées. Bobby se leva, marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches, et regarda la nuit qui tombait. Puis, il fit volte-face et s'appuya contre le mur. « Tu sais, père, il me semble que cette affaire a des similitudes avec une autre affaire que j'ai lue récemment. As-tu déjà entendu parler de l'affaire Eric Lambs? » Eric Lambs? Mon cher garçon, ça me dit quelque chose, en effet. Une vieille affaire de meurtre, non? Oui, père. Eric Lambs était étudiant en médecine. Il avait empoisonné sa femme en substituant une dose mortelle de morphine au contenu d'un médicament qu'il avait lui-même prescrit. Il a été condamné et pendu. Bobby, pourrais-tu me procurer une copie de ce procès? J'y trouverais peut-être un germe d'idée. Mais bien sûr, père. Le soir même, Bobby apportait à son père la copie du procès Eric Lambs. Allison le lut avec un grand intérêt. Soudain, il se frappa la paume du poing et marmonna tout haut. « Oui, cela a dû se passer ainsi. Mais comment le prouver? Comment prouver que ça s'est bien passé ainsi? » Allison avait bien une idée. Mais pourrait-il prouver l'innocence du brave Dr. West? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. L'avocat Robert Allison est chargé de défendre le Dr. West, accusé d'avoir inversé les doses de quinine et de morphine dans un médicament prescrit par le Dr. Rivers à son épouse, qui est décédée après avoir absorbé une gélule de ce médicament. Allison est persuadé de l'innocence de son client. Le lendemain, l'audience débutait à 9 heures. Lorsque le juge se fut assis et que l'huissier eut frappé de son marteau, Allison jeta un coup d'œil vers la table du plaignant. L'avocat Joe Brantley et son client étaient l'image même de la confiance en soi. En revanche, le pauvre Dr. West, assis à côté d'Allison, semblait s'être encore ratatiné. Il avait un air de résignation désespérée. Le médecin légiste du comté fut cité le premier. En effet, il avait constaté le décès de Madame Rivers et avait procédé à l'autopsie. En termes concis, il établit que le décès avait été provoqué par un empoisonnement dû à la morphine de très médiocre qualité d'ailleurs.
Puis le docteur Carlton Rivers, le plaignant, fut alors appelé à la barre. C'était un homme de grande taille, d'une 50aine d'années, corpulent. Il raconta son histoire avec une louable brièveté. Il avait écrit et remis personnellement au docteur West l'ordonnance qui, maintenant, faisait fonction de preuve. Sa femme avait pris le médicament que la pharmacie West avait fait livrer. L'étiquette sur la boîte indiquait la composition qui avait été prescrite. Peu après, Madame Rivers était tombée dans un profond coma dont elle n'avait pas échappé. Le docteur Rivers ne donna pas d'autres renseignements. Allison le classa comme un témoin avec lequel il fallait être extrêmement prudent. Quand il se leva pour l'interrogatoire contradictoire, Allison s'approcha lentement de la barre. « Docteur Rivers, voudriez-vous nous dire à quelle occasion précise vous avez écrit cette ordonnance spéciale? » Comme je vous l'ai dit, ma femme souffrait de névralgie. Cette médication était la seule à la soulager. En allant à mon cabinet, je me suis arrêté à la pharmacie de West et j'y ai laissé l'ordonnance en demandant au docteur West de faire livrer le médicament dès qu'il serait prêt. Et cependant, docteur Rivers, le décès de votre femme n'est advenu que 3 jours après la date de l'ordonnance. Comment expliquez-vous cela? Le visage du médecin témoigna d'un léger mépris. « Maître, il lui restait sans doute une capsule de la précédente ordonnance. Elle a pris celle-ci en premier et a commencé la nouvelle boîte après. L'ordonnance ne prescrivait qu'une capsule par jour. »« Merci, docteur Rivers. Ce sera tout. » La séance fut levée pour le déjeuner. Après le déjeuner, Greg, le fils du docteur Rivers, fut le premier témoin cité. Il ressemblait fort à la description faite par Bobby, si ce n'est qu'il portait un complet strict pour la circonstance. Son témoignage éclaira certains doutes en ce qui concernait l'endroit où avait été porté le médicament dès sa livraison. Il avait reçu le livreur et sa mère lui avait aussitôt demandé de lui monter le médicament. Il avait posé la boîte sur la table près du lit et, chaque fois qu'il était entré dans la chambre de sa mère, il avait vu la boîte à la même place. Elle attirait le regard car c'était une boîte d'un rouge brillant avec une étiquette blanche. Lorsque le témoin fut à sa disposition pour l'interrogatoire contradictoire, Allison s'avança lentement vers lui. « Monsieur Greg Rivers, vous êtes étudiant en droit, n'est-ce pas? »« Oui, maître. »« À la faculté de droit, n'est-ce pas? »« C'est exact, maître. »« Et comment avez-vous fait pour être chez vous le 30 mars, lorsqu'on a livré le médicament de votre mère? » Bon, c'est tout simple, maître. L'université est à peine à 1 heure de voiture avec la nationale. La plupart des week-ends, et chaque fois que j'en ai envie, je rentre chez mes parents. Mais le plus souvent, vous restez à la faculté, et vous avez une chambre au campus, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, surveiller cette boîte de capsules dès sa livraison et jusqu'à ce que votre mère prenne celle qui lui a été fatale. Mais je n'ai jamais dit cela, maître. Ce serait ridicule. Mais chaque fois que, par hasard, je me suis trouvé dans sa chambre, répondez seulement à ma question, monsieur Greg Rivers, s'il vous plaît. Donc, d'après ce que vous savez, il vous est possible d'affirmer qu'on a pu subtiliser la boîte et la ramener plus tard. Répondez, monsieur Greg Rivers. Oui, maître. Allison se tourna alors vers la table de la défense et vit avec une forte émotion que son fils Bobby venait d'entrer dans la salle d'audience. Après avoir demandé à la cour de l'excuser un moment, Allison alla le rejoindre au fond de la salle. Lui et son fils bavardèrent quelques secondes à voix basse. Puis, Allison prit une profonde inspiration et retourna à pas lents vers la barre des témoins, vers Greg Rivers. « Monsieur Greg Rivers,
Au cours de vos études de droit, avez-vous lu les minutes du procès Eric Lambs? Procès célèbre s'il en fut. Cette question avait manifestement ému le témoin. Il semblait stupéfié. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, maître. » « Je crois que vous le voyez très bien, au contraire, monsieur Rivers. Dans ce procès Eric Lambs, il s'agit d'un étudiant en médecine qui avait empoisonné sa femme après lui avoir prescrit un médicament à peu près identique à celui que votre père prescrivait à votre mère. Eric Lambs avait vidé une des capsules et l'avait remplie de morphine pure en quantité létale. « Mais quel rapport avec moi, maître? Je ne suis pas médecin. » « Bien sûr, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes un garçon intelligent. Et l'affaire Lambs a pu vous suggérer quelque chose, car voyez-vous, monsieur Greg Rivers, il se trouve que vous avez un point commun avec Eric Lambs. » « Moi? Mais comment ça, un point commun, maître? » « Je vais y venir, monsieur Rivers, mais répondez d'abord à ma question. N'est-il pas vrai que l'affaire Eric Lambs vous a donné une idée? La composition du médicament de votre mère était toujours notée distinctement sur la boîte. La similitude de cette composition avec celle de l'affaire Lambs a dû attirer votre attention. « Enfin, voyons, maître, comment et où aurais-je pu me procurer de la morphine? » « Comment auriez-vous pu vous procurer de la morphine, monsieur Greg Rivers? Je vais vous le dire. J'ai fait faire une petite enquête par mon fils Bobby à la faculté de droit. Il en revient à l'instant même. Je peux lui demander de venir à la barre si vous le désirez, monsieur Rivers, et d'affirmer qu'on peut se procurer facilement de la morphine sur le campus, surtout si on se sert de votre nom. Je sais que vous-même prenez de la drogue, c'est le point commun que vous avez avec Eric Lambs, et je sais que juste avant la mort de votre mère, vous avez acheté de la morphine à un revendeur du campus, une morphine de qualité médiocre, telle que la vendent habituellement les revendeurs et telle qu'elle a été trouvée dans la capsule qui a tué votre mère. Greg Rivers cacha son visage dans ses mains. Allison se tourna vers le juge. « Votre honneur, si vous le jugez nécessaire, on peut vous apporter les carnets de commande du Dr. West. Ils prouveront que M. West n'a jamais commandé et utilisé qu'une morphine de très bonne qualité venant des laboratoires les plus estimés. Or, le médecin légiste a nettement fait remarquer que la morphine trouvée dans la capsule fatale était de qualité médiocre. Ce sont les propres termes qu'il a employés. » L'expression de Greg Rivers était passée de l'angoisse au désespoir. Il murmura « Oh, et puis après tout, à quoi bon? Vous avez raison, maître. Ça ne sert à rien de continuer. » Le juge fit pivoter sa chaise vers Greg Rivers. « Monsieur Greg Rivers, dois-je comprendre que vous avouez avoir assassiné votre propre mère? » « Ça n'était pas ma vraie mère, votre honneur. Je suis un enfant adopté. Elle était obsédée par la médecine, voyez-vous, son père était médecin, son mari était médecin, et elle voulait un fils médecin. N'ayant pas d'enfant, elle m'a adopté. À force de me harceler, elle a obtenu que je fasse ma première année de médecine, mais je n'ai pas pu le supporter. Aussi, quand j'ai changé pour la faculté de droit, elle a décidé de me couper les vivres. Ma part d'héritage irait à un neveu qui faisait sa médecine, lui. Or, elle n'avait pas encore rédigé son testament et j'avais un grand besoin d'argent pour m'acheter de la drogue. Et je savais que si elle mourait sans testament, j'entrerais immédiatement en possession du tiers de l'héritage. J'avais un tel besoin d'argent, comprenez-moi, comprenez-moi, comprenez-moi. Allison se tourna vers le docteur Rivers, qui pleurait en silence.
fixant son fils avec, dans le regard, un mélange de désespoir et de stupéfaction. Le vieux Dr. West regarda Allison. Ses yeux étaient emplis de gratitude et aussi de tristesse. Allison rassembla les feuillets épars sur sa table, ferma son dossier avec un claquement sec et se tourna vers Greg Rivers. « Greg Rivers, je doute fort qu'il y ait dans cette salle quelqu'un qui puisse vous comprendre. Quelqu'un qui puisse comprendre comment vous avez pu commettre un tel acte. Un acte aussi monstrueux. » Puis, d'un pas pesant, Allison quitta la salle d'audience dans un silence de mort. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.